Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours où nous allons parler de valeurs propres et de vecteurs propres d'un endomorphisme. Comme nous avons pu le voir dans le cours sur les valeurs propres, vecteurs propres et la diagonalisation de matrices carrées, l'intérêt de la recherche de valeurs propres et de vecteurs propres d'un endomorphisme va être essentiellement de pouvoir choisir intelligemment une base dans laquelle la matrice représentative d'un endomorphisme sera la plus simple possible, de telle sorte que les calculs soient facilités. Dans ce chapitre, nous allons démontrer la plupart des résultats. Je vous invite à travailler attentivement ces démonstrations dans la mesure où elles vous aideront à vous approprier les différentes notions et à vous approprier les différentes méthodes de raisonnement autour de la recherche de valeurs propres, de vecteurs propres et de diagonalisation d'un endomorphisme. Commençons donc par la définition des valeurs propres d'un endomorphisme. On considère pour cela un endomorphisme F d'un espace vectoriel E de dimension finie et lambda un réel. On dira que lambda est valeur propre de f s'il existe un vecteur x non nul appartenant à E, tel que f de x égale lambda x. L'ensemble des valeurs propres de f est alors appelé spectre de f et noté SPF. J'insiste vraiment sur le fait que pour que lambda soit valeur propre, on doit avoir un vecteur x non nul tel que f de x égale lambda x, puisque si on n'imposait pas à x d'être non nul, on pourrait voir que pour tout réel lambda, il existe effectivement un vecteur x tel que f de x égale lambda x, il suffirait de prendre le vecteur nul. Je rappelle que pour un endomorphisme, f de 0 vaut toujours 0, donc l'intérêt serait négligeable. Petite précision ici, on pourrait aussi introduire la notion de valeur propre dans le cas d'un espace vectoriel de dimension infinie évidemment, mais le programme de prépa ECG se limite au cas des espaces vectoriels de dimension finie. Une propriété fondamentale maintenant qui nous sera particulièrement utile pour déterminer des valeurs propres d'un endomorphisme. Lambda est valeur propre de f si et seulement si l'endomorphisme f moins lambda identité n'est pas injectif. Autrement dit, puisque E est de dimension finie, si et seulement si f moins lambda n'est pas bijectif. En particulier, on peut remarquer que 0 est valeur propre de f si et seulement si f n'est pas bijectif. Comme dans le cas des matrices carrées, après avoir défini la notion de valeur propre, définissons la notion de vecteur propre. Si f est un endomorphisme de E et si x est un vecteur de E, on dit que x est un vecteur propre de f si, d'une part, x n'est pas nul, et s'il existe un réel lambda tel que f de x égale lambda x. Donc attention, souvenez-vous vraiment, un vecteur propre est un vecteur non nul vérifiant une égalité de la forme f de x égale lambda x, et pas un vecteur quelconque. Dans ce cas, lambda est valeur propre de f, et on dit que x est un vecteur propre de f associé à la valeur propre lambda. Attention, ce n'est pas le vecteur propre de f, puisque comme f est une application linéaire, on peut remarquer que si x est solution de l'équation f de x égale lambda x, alors, par exemple, tous les multiples de x sont aussi solution de cette équation. Donc ça veut dire que si lambda est valeur propre, il y aura toujours une infinité de vecteurs propres associés à la valeur propre lambda. Petite remarque maintenant, au sujet du lien entre les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice et d'un endomorphisme. On considère une base B quelconque de E, M la matrice associée à F dans la base B et X un élément de E, grand X la colonne de ses coordonnées dans la base B. Je rappelle qu'avec ces notations, Mx est la colonne des coordonnées dans B de F de X, et que par conséquent, il y a équivalence entre l'égalité F de X égale lambda X et l'égalité M grand X égale lambda grand X. Par conséquent, pour déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres d'un endomorphisme, on pourra tout aussi bien déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice représentative de l'endomorphisme F dans une base quelconque. On retiendra en particulier que lambda est valeur propre de F si et seulement si lambda est valeur propre de M, autrement dit, F a les mêmes valeurs propres qu'une matrice représentative de F dans une base quelconque. Mais également, petit x est un vecteur propre de f associé à lambda, si et seulement si grand X est un vecteur propre de grand M associé à lambda. Alors attention, si f et grand M ont les mêmes valeurs propres, ils n'ont pas les mêmes vecteurs propres. Grand X n'est pas un vecteur de E, mais un représentant d'un vecteur de E, c'est-à-dire la colonne de ses coordonnées. Mais si on connaît les vecteurs propres de grand M, alors on connaît les coordonnées des vecteurs propres de petit f, et il suffira pour avoir les vecteurs propres de petit f de ramener ces coordonnées à la base dans laquelle la matrice représente l'endomorphisme. Finalement, pour chercher les valeurs propres et les vecteurs propres d'un endomorphisme, il sera donc souvent plus simple de chercher ceux de l'une de ces matrices représentatives. De même que dans le cas des matrices carrées, définissons maintenant la notion de sous-espace propre. Si f est un endomorphisme de E et si lambda est une valeur propre de f, on appelle sous-espace propre de f associé à la valeur propre lambda l'ensemble des solutions dans E à l'équation f de x égale lambda x.
Alors attention, hein, comme dans le cas des matrices carrées, l'ensemble des solutions de l'équation f de x égale lambda x contient le vecteur nul, donc ça veut dire que le sous-espace propre de f associé à leur propre lambda n'est pas l'ensemble des vecteurs propres, c'est l'ensemble des vecteurs propres auxquels on a ajouté le vecteur nul, pour une raison qu'on va voir tout de suite, puisque en y ajoutant le vecteur nul, le sous-espace propre est donc égal au noyau de f moins lambda identité, et donc c'est un sous-espace vectoriel de E. Ce qui veut dire que quand on cherche les sous-espaces propres, on pourra les caractériser notamment par des bases. Établissons maintenant quelques propriétés fondamentales des sous-espaces propres d'un endomorphisme. Considérons pour cela un endomorphisme f d'un espace vectoriel E de dimension finie et lambda une valeur propre de f. Comme nous avons vu que le sous-espace propre de f associé à la valeur propre lambda était égal au noyau de f moins lambda identité, on peut appliquer le théorème du rang pour en connaître la dimension, et en particulier, remarquer que la dimension du sous-espace propre de f associé à la propre lambda est égale à la dimension de E moins le rang de f moins lambda identité. Donc ça veut dire que pourvu qu'il soit simple de trouver le rang de f moins lambda identité, on pourra trouver facilement la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre lambda. Deuxième propriété fondamentale, on l'a vu précédemment, les sous-espaces propres de f sont des sous-espaces vectoriels de E. Donc on se souviendra en particulier qu'ils contiennent tous le vecteur nul. Mais surtout, les sous-espaces propres de f sont en somme directe, ce qui nous permet d'affirmer que la concaténation de familles libres de sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes est encore une famille libre. Pour mettre en application toutes ces notions et pour vous familiariser avec le raisonnement théorique en algèbre linéaire, je vous propose de démontrer le troisième résultat, à savoir que les sous-espaces propres de f sont en somme directe. Alors la preuve n'est pas forcément triviale, donc ça veut dire que dans un premier temps, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez éventuellement la sauter, mais je pense que c'est un bon entraînement au raisonnement théorique en algèbre, donc je vous invite à bien la reprendre, éventuellement ultérieurement. Pour démontrer le fait que les sous-espaces propres de f sont en somme directe, on va procéder par récurrence. Et pour cela, on note lambda 1, lambda 2, lambda p, les valeurs propres de f, et on va montrer par récurrence que pour tout cas appartenant à 2p, les sous-espaces propres e lambda 1, e lambda 2, e lambda p de f sont en somme directe. Évidemment, tout cela suppose qu'il y a au moins deux sous-espaces propres, au moins deux valeurs propres, mais dans le cas où il n'y a qu'une seule valeur propre, il n'y a rien à démontrer. Alors commençons par initialiser au rang k égale 2, et donc démontrons que e lambda 1 et e lambda 2 sont en somme directe. Comme on est en présence de deux sous-espaces vectoriels de E, pour démontrer qu'ils sont en somme directe, il suffit de démontrer que leur intersection est réduite au vecteur nul. Donc on considère un vecteur x appartenant à E lambda 1 et à E lambda 2. Notre objectif va être de démontrer que x est le vecteur nul. Or, par définition, puisque x appartient à E lambda 1, on sait que f de x est égal à lambda 1x. Mais puisque x appartient à E lambda 2, on sait aussi que f de x est égal à lambda 2x. Or, f est une application, donc f de x est unique. Ce qui nous permet d'affirmer que lambda 1 moins lambda 2 fois x est égal à 0. Et puisque lambda 1 et lambda 2 sont distincts, lambda 1 moins lambda 2 n'est pas nul, donc forcément x est égal à 0. Finalement, en établissant ça, on a établi que e lambda 1 inter e lambda 2 est inclus dans le singleton 0. Mais puisque le vecteur nul appartient évidemment à l'intersection, puisque c'est un sous-espace vectoriel de E, on en déduit que l'intersection de e lambda 1 et de e lambda 2 est égale au singleton 0, c'est-à-dire que e lambda 1 et e lambda 2 sont en somme directe, et donc que P2 est vrai. Maintenant qu'on a établi l'initialisation de la récurrence, on va démontrer que la propriété est héréditaire. On suppose donc que pour un cas fixé dans 2p-1, la proposition pk est vraie, et on va démontrer que la proposition pk plus 1 est encore vraie. C'est-à-dire que e lambda 1, e lambda 2, etc., e lambda k plus 1 sont en somme directe. Attention ici, on est en présence de plus de deux sous-espaces vectoriels, donc on n'a pas de caractérisation utilisant l'intersection pour démontrer qu'ils sont en somme directe. Donc on va utiliser la caractérisation principale de la directitude entre guillemets d'une somme de sous-espaces vectoriels, c'est-à-dire en prenant x1, x2, xk plus 1 dans e lambda 1, e lambda 2, e lambda k plus 1, on va démontrer que si la somme des xi de 1 à k plus 1 est nulle, alors nécessairement tous les xi sont nuls. Pour cela, on considère ainsi une famille x1, xk plus 1 de vecteurs appartenant respectivement à e lambda 1, etc. jusqu'à e lambda k plus 1, est telle que la somme des xi soit nulle. On va chercher à démontrer que x1, x2, xk plus 1 sont tous nuls. Comme nous sommes dans une récurrence, on a déjà une information sur e lambda 1, e lambda 2, e lambda k, donc il serait bien de se ramener à une somme ne comportant que les k premiers termes. Pour cette raison, on va isoler le terme i égale k plus 1.
Et donc, xk plus 1 est égal à moins la somme des xi. Il est temps maintenant d'utiliser les informations disponibles sur les vecteurs x1, x2, xk plus 1, à savoir que ce sont des éléments des sous-espaces propres. Donc on va appliquer f pour pouvoir utiliser cette information. Puisque f est linéaire, on en déduit que f de xk plus 1 est égal à moins la somme des f de xi. Et puisque x1, x2, xk plus 1 appartiennent à e lambda 1 et e lambda k plus 1 respectivement, cela signifie que lambda k plus 1, xk plus 1 est égal à moins la somme pour i allant de 1 à k des lambda i xi. On a une seconde équation, donc je rappelle qu'on avait déjà exprimé xk plus 1 en fonction de x1, x2, xk. Donc on a deux équations faisant intervenir xk plus 1. En faisant une combinaison linéaire de ces équations, on va pouvoir entre guillemets faire disparaître xk plus 1. Je rappelle maintenant que notre objectif est de pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire de se ramener à une somme de 1 à k, c'est-à-dire de faire disparaître xk plus 1. Or, précédemment, on a vu qu'xk plus 1 lui-même s'exprimait en fonction de x1, x2, xk. Donc en remplaçant, on en déduit que moins la somme des lambda k plus 1 xi est égale à moins la somme des lambda i xi, ce qui va nous permettre d'utiliser maintenant l'hypothèse de récurrence, puisque e lambda 1, e lambda 2, e lambda k sont en somme directe, et puisque xi appartient à e lambda i, on peut maintenant identifier, et on en déduit que, quel que soit i appartenant à un k, lambda k plus 1 xi est égal à lambda i xi. Or, lambda k plus 1 est différent de lambda i, donc nécessairement, x1, x2, xk sont tous nuls. Mais puisque, je le rappelle, xk plus 1 était égal à moins la somme des xi de 1 à k, ça implique que xk plus 1 est également nul, et donc que tous les xi sont nuls. Par conséquent, e lambda 1, e lambda 2, e lambda k plus 1 sont en somme directe, ce qui prouve que si pk est vrai, alors pk plus 1 également, ce qui achève la récurrence. Voilà, c'en est terminé pour cette séance. Pas d'exemple ici, puisque nous détaillerons plus la recherche des valeurs propres et des vecteurs propres d'un homomorphisme dans la prochaine vidéo, où nous étudions la diagonalisabilité d'un homomorphisme de E. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous voulez approfondir vos connaissances, je vous donne rendez-vous sur mon site stéphanepretsey.com, où vous retrouverez fiches de cours, exemples, exercices corrigés, et bien plus encore. J'espère vous revoir très bientôt, et je vous dis au revoir.